d'absence sur cette chaîne de patriotes, cette chaîne populaire. Ça n'était pas dit à notre propre volonté. L'état de la santé ne le permettait pas. Et aussi les volumes du travail, de l'avocature, nous a absorbés pour ce qui est de notre emploi du temps. Et je crois que petit à petit, nous sommes en train de nous rattraper. Mais je me porte bien maintenant. Maître Sélé, hier, le président de la République démocratique du Congo était devant la diaspora brésilienne. Et dans leur échange, il les a rassurés de l'aboutissement dissipé des accords de Doha et des États-Unis même. Quelle est votre analyse de cette affirmation provenant du président de la République? Parce qu'au départ, il envoyait des gens de Kaikwamba et consorts. Cette fois-ci, c'est lui-même. Non, il n'a jamais envoyé Kaikwamba pour parler avec la diaspora. Kaikwamba, s'il se retrouve dans tous ces accords, ça fait partie intégrante de ses missions. Elle est la chef de la diplomatie congolaise. Nous la saluons aussi en passant et nous lui présentons nos sincères félicitations puisque c'est une femme guerrière qui s'est battue, qui a fait entendre la voix de la RDC dans le Conseil des Nations. Là, le chef de l'État est pour énième fois au devant de la diaspora congolaise et cette fois-ci c'est la diaspora brésilienne. Vous vous souviendrez quand il s'est retrouvé dans l'espace européen, il était encore en face de la diaspora européenne en Belgique. Il leur avait dit, nous n'allons jamais accepter ce dialogue-là. Dialoguer à l'interne, oui, je sais le faire, mais j'en serai l'unique initiateur. Et le préalable, c'est que ces gens-là qui demandent ce dialogue-là, ils doivent d'abord condamner les Rwandais, qui nous tuent, qui nous pillent. Et s'ils ne le font pas, il n'y aura pas ce dialogue-là. Et cette fois ici, il y a une évolution langagière pour ce qui est de la politique étrangère. Avec la politique étrangère, il leur a dit, vous savez cette histoire, ils se sont mis debout pour empêcher qu'il n'y ait pas de deal, tout ça avec les Américains. Mais cette histoire, nous l'avons fait il y a longtemps. Il y a longtemps que nous avons déjà compris et fait. Il n'y aura rien. Alors aujourd'hui, le langage évolue devant la diaspora brésilienne. Il leur dit, bientôt il y aura une CRS dans les accords de Doha. L'accord de Doha, c'est l'unique pièce de puzzle qui manque à l'accord de principe signé à Washington. C'est ainsi que cette pièce de puzzle va venir compléter Washington. Et il n'y a pas de doute qu'il confirmait qu'ils seront en présence du président Donald Trump, qui est le garant de la bonne foi de ces accords, avec son homologue, le sanguinaire Hitler africain, Paul Kagame. Et vous ne voyez pas que c'est le temps qui est en train de passer sans l'aboutissement de ces accords, que ce soit des États, de Washington, voire même de Doha. Et les Congolais en train de périr à l'est de la République démocratique du Congo. Non, on ne peut pas dire que c'est le temps qui est en train de passer. Le chef de l'État Tshisekedi est clair pour trouver la solution à la crise. Assise sur une guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo, il a ouvert 3 fronts. N'oubliez pas ça. Il a ouvert le front diplomatique. C'est ce qui est en train d'être fait. Il a encore ouvert le front politique. C'est ce qu'il est en train de faire. Et en fait de compte, il y a le front de la guerre. Est-ce que sommes-nous en train de dire qu'il n'y a pas eu quand même d'avancée à l'est? On ne vous a pas dit que les FARDC et les Wazalendo ont repris l'aéroport de Kaboum. Est-ce que c'est des chimères ou ce sont des vérités? On ne vous a pas, Nanga récemment, il n'a pas répondu à une question des journalistes comme vous, qu'il allait mal. Et il allait mal pourquoi? Puisqu'on tue à l'est. Qui tue à l'est? Il fallait qu'il dise que je me porte mal puisque mes rebelles sont en train de subir les sorts des rebelles. Les rebelles, on les tue. Les rebelles, on les attaque. Et qui attaque? Ce sont nos Oazelendo avec nos FARDC.
Non, c'est pour dire que dialoguons, combattons. Quand vous n'allez pas comprendre la voie des dialogues, voie pacifique, on va vous contraindre à avoir avec la voie de guerre, de la guerre. Donc il n'y a pas le temps qui est en train de passer. Nous allons devoir aborder notre sujet. Il y a 48 heures que nous avons tous vu un communiqué, bon, on peut appeler un communiqué ou un document qui circule dans les réseaux sociaux émanant du ministère national de l'Intérieur. Vous, en tant que politologue, analyste politique, comment vous avez accueilli la nouvelle? Merci bien. La nouvelle, je l'ai apprise comme tout le monde. N'attendez pas que je vous dise je suis satisfait ou non satisfait, mais vous allez trouver ma prise de position à travers les éléments de réponse que je dois vous donner. Je commence par le début. Nous sommes dans un État qui s'appelle la République démocratique du Congo. Aucun État dans ce monde ne s'appelle démocratique. Allez vérifier. Les États-Unis, le pays devient démocratie, c'est les États-Unis. La France, c'est la France. On ne vous dira jamais la République démocratique de la France. Mais unique État au monde qui a quand même parmi les caractères de sa dénomination un terme démocratique, c'est la RDC. Ça veut dire que nous sommes un État de ceux-là qui ont bien voulu vivre la démocratie à la différence des autres, qui ont fait de la démocratie leur cheval de bataille. Et cela revient à dire que nous devons être les respectueux de nos textes. Ce n'est pas un Sénégal qui va se réveiller le matin et commencer à dire aujourd'hui, écoutez, les gens ne doivent plus payer, ils règnent. Demain, le gouverneur Mbouba se réveille et dit, bon, moi je trouve que je dois commencer maintenant à taper vos femmes. Là, nous serons dans une république bananière. Qu'est-ce que je suis censé vous dire? J'ai suivi avec attention soutenue les propos du VPM, Germain Chabani, que je salue, à l'égard de qui j'ai beaucoup d'estime. Au-delà de tout ce que nous pouvons prendre comme décision politique, nous devons nous poser des questions. Que diront les autres? Quelle sera l'attitude de notre population? Qu'est-ce que nous allons devenir dans les concerts des nations? Pour votre gouvernement, la RDC, comme tout État africain en voie de développement, qui se respecte, a pris des engagements au plus niveau, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme il était question de combattre la pauvreté, sur base de méthodes de gestion orthodoxes, les États en voie de développement ont opté pour la décentralisation et la bonne gouvernance. Cet engagement, c'est un engagement phare qui ferait que chaque État, désormais, doit se faire respecter en face des institutions de Bretton Woods, Club de Paris et d'autres donneurs de leçons ou ceux-là qui soutiennent le développement, que s'ils respectent les paramètres de la bonne gouvernance et les paramètres de la décentralisation. La bonne gouvernance, c'est aussi voter de bonnes lois et les appliquer. La bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux. Je peux vous citer tant de paramètres. La décentralisation voudrait bien rapprocher les gouvernants et les gouvernés, associer les gouvernés à la prise de décision dans une relation triangulaire, gouverner, société civile. Et cette société civile, c'est la troisième voie qui vient au chapitre pour pouvoir faire le contrôle citoyen. Alors, les gouvernants sont éclatés dans la philosophie de la décentralisation qui est consacrée dans notre Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée dans certaines de ses dispositions. Article 3 consacre la décentralisation. Et cette décentralisation vient nous donner des institutions dans les entités territoriales décentralisées et dans les entités régionalisées. Les provinces sont des entités régionalisées et les provinces ont des structures, l'Assemblée provinciale et le gouvernement, ou bien l'exécutif provincial.
L'Assemblée provinciale a ses prérogatives. Parmi ces prérogatives, c'est légiférer, contrôler. Et on contrôle sur base de quoi? Sur base des enquêtes parlementaires, sur base des questions écrites ou non écrites, avec ou sans débat, sur base des commissions parlementaires et des interpellations. Et ceux-là qui sont censés diriger, ils nous dirigent sur base de programmes. Et ces programmes sont sanctionnés par l'Assemblée provinciale sur base de motions de confiance. Et quand ceux-là qui ont amené leur programme, l'exécutif, gère, il y a de quoi qu'on vienne les contrôler. Et quand on les contrôle, tout contrôle ne vient pas seulement pour punir. Il y a le contrôle qui vient pour améliorer. Et on améliore sur base des conseils qu'on donne. Et si en contrôlant, on trouve qu'il y a des indices de culpabilité, c'est à ce moment que l'émotion arrive. Des défiances comme des censures. Et ça, c'est la démocratie. Et cette manière de faire les choses, messieurs les journalistes, pousse à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est aussi la capacité de gérer les ressources de l'État avec efficience et efficacité. Mais si l'exécutif provincial ou l'exécutif comme gouvernement national, puisqu'il faut parler de ça, n'arrive pas à gérer les ressources mises à sa disposition par le citoyen lambda avec efficacité et efficience, il y a de quoi le contrôler. Et quand on contrôle, on trouve qu'il y a des indices de culpabilité qui amènent au détournement, qui amènent à la médiation. Il y a de quoi déférer chacun au devant de ce juge naturel pour qu'il réponde de ses actes. C'est ça les normes démocratiques. Et l'émotion en question, ils sont assis sur les lois du pays. Quand vous allez dans la Constitution, article 46, article 198, ils sont en train de vous parler de ces motions. La loi portant libre administration des provinces, ok, l'article 23 de cette loi, elle est claire. Donc on n'a rien inventé. On est resté dans la logique des engagements pris par la RDC au niveau des Nations Unies pour lesquels il devra bientôt rendre compte à l'aube de 2030. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir quand nous irons rendre compte? Nous serons un État qui prend des engagements et qui ne respecte pas. Est-ce que vous trouvez que cette manière de prendre la position par les VPM à l'égard de qui j'ai beaucoup d'estime, est-ce que c'est vraiment en corrélation avec les lois du pays? Nous disons non. Maître Célestin, vous ne voyez pas que les ministres, les VPM de l'Intérieur s'est appuyé sur une disposition légale. Nous avons une situation extraordinaire, c'est la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les VPM, comme il est respectueux des textes des lois, puisqu'il est avocat comme moi, je pense que s'il évoque la situation de la guerre, monsieur les journalistes, autant décréter l'état de siège, prendre tous les civils, les mettre à côté, donner aux militaires les pouvoirs dans des provinces comme c'est le cas à Ituri, à Beni, à Ituri, chez Boyakashama, à Goma et à Bukavu. À ce moment-là, il sera correct, il sera respectueux des textes. Il n'y a aucun texte de loi qui lui a dit que quand il y a la guerre, on va suspendre l'émotion, de censure, tout comme de défiance. Non, il n'y a pas une telle loi, à moins que moi je sois aveugle, à moins que moi je ne sois pas quelqu'un de cela, parce que moi j'aime bien lire. Bientôt quand on va aborder d'autres questions liées à la situation du pays, je vous montrerai que je sais lire, je lis, je me donne à la lecture et je sais interpréter les différentes pensées des différents doctrinaires, messieurs les journalistes. Donc, je vous dis que c'est suicidaire. Ça tue la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes qui nous régissent. On ne peut pas venir pour un tel ou tel motif prendre une position purement politique pour marcher sur la loi. La position politique, on peut la prendre, mais elle doit être respectueuse de la loi et on peut aussi la prendre pour des mesures extrêmes, surtout la sécurité. Et est-ce qu'on vous a dit que dans toutes les provinces ici, on vit la guerre qui est vécue dans des territoires de la République démocratique du Congo et dans quelques secteurs et territoires. À l'est, là, vous trouverez que les M23 n'ont pas le contrôle sur toute l'étendue de la République du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est la RDC, c'est le gouvernement congolais qui a
des grandes étendues de la République quand il s'agit de ces deux provinces. Demandez. Même à Goma où les M23 sont sur 14 quartiers, ils n'occupent pas tous les quartiers. Moi, je pense qu'on puisse décréter l'état de siège, qu'on nomme des militaires partout et que tous les civils restent à côté. Ça sera des mesures conservatoires. Et dès que la guerre aura fini, on revient à ce qui est normal. Alors, comment jugez-vous les comportements qui se passent dans d'autres assemblées où on commence à interpeller le gouverneur à chaque moment, même pour des faits bénins, avec un agenda caché pour inviter le gouverneur? Vous ne voyez pas que quand vous dites que pour les faits bénins, c'est une question tendacieuse. Est-ce que c'est à vous ou bien à moi d'apprécier une question qu'on pose par un député à un ministre sectoriel d'un gouvernement, qu'il soit national ou provincial, ou à un gouverneur pour dire que ceci fait bénin? C'est tendancieux, monsieur le journaliste. Il n'y a que les députés qui sont les élus. Les députés qui ne sont que les élus du peuple, qui travaillent au nom de la confiance investie en eux. Et s'ils interpellent les gouverneurs, ils interpellent les ministres, on interpelle les ministres du gouvernement national, on interpelle un premier ministre, où est le problème de ces Kabal? Si tout est assis sur la loi, et restons les respectueux de la loi, au lieu d'aller spéculer là où il ne faut pas spéculer. Disons ce qui est noir, noir, ce qui est rouge, rouge. Donnons à chacun d'exercer ses prérogatives dans la démocratie. Les gouverneurs de province, on ne parle pas du gouverneur de notre province, les gouverneurs de toutes les provinces, ils ont leurs droits, ils ont aussi leurs devoirs. Pour ce qui est de leurs droits, qu'on les protège. Ce qui est de leurs devoirs, qu'ils doivent se rendre compte. Mais qu'on ne puisse pas dépouiller nos assemblées provinciales de leurs prérogatives. Parce que qu'est-ce que moi je peux vous dire? En allant loin, en poussant loin, ça veut dire qu'il faut qu'on ferme même les assemblées provinciales. Ils vont faire quel travail? S'ils ne savent pas contrôler, sanctionner là où il faut sanctionner, donner des conseils là où il faut donner des conseils. Ça sera quoi, d'après tout? Autant qu'on les mette à côté. C'est pourquoi j'ai dit qu'on décrète l'état de siège. On amène des militaires partout. Et Maître qui nous dirigent. Maître Célestin, quand la guerre finira, on rentrera à la situation normale. Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à cette décision du VPM? Non. D'abord, par rapport à l'avantage. L'avantage est orienté vers un seul camp, vers les exécutifs provinciaux. Désormais, ils peuvent gérer comme ils veulent. Ils ne peuvent plus tenir compte des lois du pays. Ils peuvent tout faire puisqu'ils savent qu'ils ne seront jamais interpellés par des motions, qu'ils soient des défiances, qu'ils soient des censures. Vous avez vu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, un homme intelligent, clairvoyant que je salue. Quand il avait compris que tous ces désordres dans ce pays, tous ces groupes armés qui sont en train de piler de gauche à droite, ils le sont puisqu'il y a eu moratoire sur peine de mort. Il est allé ressusciter ça. Est-ce que vous ne voyez-vous pas quand même qu'en ressuscitant ça, il y a quand même un brin de crainte dans les chefs des uns des autres? Vous ne voyez pas que d'autres services d'intelligence et des services de sécurité qui étaient en berne travaillent et tous ces jours on est en train de dénicher des traîtres? Combien de généraux on est en train d'arrêter dans l'armée qui trahissaient cette armée? Mais ces services-là le font pourquoi? Ils savent que si on me trouve associé aux groupes armés, on va me condamner à mort. Mais on ne vivait plus ces sentences, puisqu'il y avait moratoire. Maintenant, si les VPM viennent mettre le moratoire sur les motions de défiance et de censure pour ce qui est des assemblées provinciales, alors l'avantage c'est quoi? Ils donnent main libre aux assemblées, aux exécutifs provinciaux. Ils peuvent faire ce que bon leur semble, puisqu'ils ne seront pas inquiétés. Une fois de plus, ce moratoire vient maintenant préjudicier le travail de nos élus. Ils ne feront rien, ils auront les mains liées, et ça sera le théâtre de chez nous. Alors, au lieu que nous tombions dans ce théâtre de chez nous, qu'on puisse se ressaisir, si on a des conseils à donner aux députés, qu'on leur donne. Si on a des conseils à donner aux exécutifs provinciaux, qu'on leur donne, qui travaillent tout en sachant que l'épée de Damoclès est sur leur tête, et cette épée de Damoclès, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Si nous sommes les respectueux des textes, nous sommes dans les membres ou bien le peuple d'un État qui se veut démocratique, respectons les lois.
et respectons nos engagements au niveau des concerts, dans les concerts des nations, pour ce qui est de la bonne gouvernance et pour ce qui est de la décentralisation que nous avons voulu comme mode de gestion, afin de lutter contre la pauvreté et donner le développement durable à nos communautés au niveau de la base. Il n'y a pas eu longtemps où nous avons vu l'opposant Jean-Marc Kabound s'exprimer devant la population où, dans son adresse, disait ne pas permettre au président Tshisekedi et ne pas lui donner encore la chance d'aller au-delà de 2028, et il traite son règne ou son pouvoir d'être incapable de répondre aux besoins des Congolais. Comment vous pouvez analyser cela? C'est une vaste blague, monsieur le journaliste. Il était même au devant de combien de personnes? Et avait-il donné la chance à Chilombo Tshisekedi de devenir président à l'issue des élections de 2023? En prison où il était là, lui avait-il donné la chance? Et pour que Tshisekedi puisse continuer à gérer ce pays, il a besoin que Jean-Marie Kabound lui donne la chance. Et quand il dit que Tshisekedi gère mal le pays, il est incapable, c'est toujours, il est dans la même rhétorique d'il y a déjà longtemps, j'ai déjà entendu. Mais c'est Tshisekedi dont il parle qu'il est incapable de gérer ce pays. C'est Tshisekedi, c'est lui qui a trouvé le budget de ce pays, donc 4 milliards. Or, notre budget était de l'ordre de, il devait être de l'ordre de 9 milliards. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y avait au moins encore 4 milliards qui partaient au Rwanda. Rwanda était inséré sur le budget de la RDC. Et c'est Tshisekedi qui dit qu'il est incapable. C'est celui qui a fait ce budget de 4 milliards aujourd'hui, nous parlons de 20 milliards. C'est Tshisekedi qui a, pour la première fois, quand même sorti par les biais de son ministre de fonction publique, sorti un fichier des travailleurs ou fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, vous prenez votre nom, Joël Ilunga, vous mettez dans le fichier et votre nom, tout sort. C'est Tshisekedi qui est incompétent. C'est Tshisekedi qui est incompétent qui nous a dit qu'à l'Est ici, ce qu'il y a, c'est de la mafia. Kagame gère l'Est de la République du Congo, il tue vos frères et vos sœurs, il viole. Quand vous disiez Charles Onana dans son dernier ouvrage Holocauste au Congo, il vous parle de 500 000 personnes, femmes violées. Il vous parle de plus de 17 millions, bien 18 millions de morts à l'Est. C'est ce qui nous a dit, c'est Kagame qui est le maître, les sanguinaires et les tueurs des Congolais à l'Est de la République du Congo. C'est cet incompétent qui est en train de nous construire l'aéroport international de l'IPEB, qui nous a construit l'aéroport en Kolwezi. Il nous a construit à Kisangani. Il est en train de construire un aéroport international à Bunia, un autre à Bowende. C'est cet incompétent qui a construit une université ici moderne au cœur du Congo, au Kasaï oriental. Il construit la même université ici à Lomami, il est construit à Kananga, il construit ça à Chikapa, il construit ça à Bunia, il construit ça à l'Équateur, des universités modernes. C'est cet incompétent qui est en train de construire la route rocade à Kinshasa. Il y aura des routes secondaires qui vont s'être connectées à cette route principale et qui a donné un nombre de soulagement à toute cette population périphérique de Kinshasa, 64 km. Vous partez de Mbouji jusqu'à Badara, Kinshasa. C'est cet incompétent qui sait que dit puisqu'il parle de l'incompétence, qui a tenu tête à Kagame, qui a une diplomatie agissante. C'est incompétent qui a mis la loi de reprogrammation militaire sur pied et qui doit avoir toute une armée de réserve. C'est cet incompétent qui a freiné l'M23 dans son illusion de venir à Kinshasa prendre le pouvoir. C'est cet incompétent qui a mis sur pied les peut-être 145 territoires à travers lesquels des écoles pilent comme des champignons dans des territoires et secteurs un peu partout dans la brousse. C'est cet incompétent qui a mis sur pied la couverture santé universelle, qui a pris en charge la maternité des dames. Il y a des dames qui mettaient au monde dans de mauvaises conditions, qui avaient des problèmes des opérations, on leur demandait pas moins de $300. Aujourd'hui, tout cela est pris en charge par le gouvernement congolais.
Et Kabound nous parle de Sérédi incompétent. Vous ne trouvez pas qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs des opposants que nous avons? C'est cet incompétent qui est la première personne à dire que c'est le Rwanda qui nous agresse alors que les Kabound sont incapables de doiter notre ennemi. C'est à cet incompétent qu'on demande un dialogue. Est-ce que vous comprenez les opposants que nous avons dans ce pays? Ça, ce sont des gens qui sont en passe de stratégie, appelés à disparaître, mais ils ne veulent pas mourir de leur mort d'une manière tranquille. Ils disent qu'ils donnent la chance. Ils donnent la chance, ils ne peuvent pas donner la chance en tant que qui? Est-ce qu'il a suivi les Congolais vivre à côté de tirer avec Tshisekedi? Il a compris, il ne voit pas que partout il part dans la diaspora, là, il est toujours à côté, au devant d'une multitude de diaspora. Est-ce qu'il y a un président congolais qui se déplace, qui rencontre la diaspora et qui se retrouve devant une multitude comme ça, comme Tshisekedi? Il n'y en a pas. C'est un monsieur aimé par son peuple. Nous, en tant que peuple, nous disons qu'il travaille, qu'il nous termine cette guerre de l'Est. Nous tiendrons compte de la Covid qui a agité son premier mandat et la guerre encore. Et cette prolongation de la guerre, nous, peuple, nous allons décider qui sort de Tshisekedi. Ce n'est pas un politicien en passe de stratégie appelé à mourir de sa propre mort et qui ne veut pas mourir de cette mort politique-là, qui s'arroge de l'X de parler. Nous l'avons mandaté. Est-ce que nous l'avons mandaté? Est-ce qu'il est député? Puisque nous sommes en démocratie, ceux-là qui sont censés parler pour la population sont les députés. Et les opposants, ils font le travail des opposants. S'ils ont des critiques à faire au pouvoir en place, ils vont le faire, c'est accepté. Mais dire qu'ils ne donnent pas la chance, qu'il accuse Tshisekedi faussement, soit disant qu'il a mal géré le pays, nous regrettons. Mais, Maître Célestin, vous ne donnez pas la raison aux certains des opposants qui se voient aujourd'hui contraints d'exercer les activités avec leurs partis politiques, parce que nous avons encore vu d'autres décisions prises par le ministère de l'Intérieur où on réduit à rien d'autres partis politiques en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que certains opposants ont raison de dire que c'est une façon de prendre la fuite en avance. Vous avez la nouvelle, Maître Célestin. Non, c'est vous les gens. Situez-moi pour que je vous réponde bien. Vous savez que quand même que les partis politiques qu'on a interdit d'œuvrer ici en République démocratique du Congo. Vous êtes un journaliste, investigateur, Papa Joël. Si vous parlez d'un parti politique dont l'autorité morale, le chef s'est révélé rebelle, et que vous voulez que ces partis-là puissent exister dans ce pays, alors je regrette. Roger Lumbal était allé aux côtés d'M23. Quel a été son sort? Son parti politique a été fermé. Pourquoi au Congo nous avons une courte mémoire? Est-ce qu'au Congo nous avons une élite forte? Nous avons une élite chapitrée, corrompue par Kagame. Et la mafia qui bat les pleins. Vous savez, nous sommes victimes de la mafia qui a fait la loi dans ce pays 30 ans. Et ça a affaibli notre élite. Et cette élite n'est là que pour voir le mal dans les chefs de celui qui est censé diriger, qui se bat jour et nuit pour des valeurs républicaines, pour l'intérêt général. Les partis politiques qu'on a interdit d'exercer et les partis politiques dont les leaders s'est révélé rebelle. Quand on a interdit, c'est encore bien, il faut dissoudre ces partis politiques-là. Vous trouvez qu'aujourd'hui aux États-Unis, un parti politique faisant partie du courant des républicains, on trouve son leader de connivence avec Oussama Ben Laden ou avec les Hezbollah et qui sont en train de menacer les États-Unis, la sécurité des États-Unis. Vous me dites que vous pouvez voir ces leaders-là en circulation librement. Vous connaissez ce qu'on appelle la prison de Guantanamo. C'est un enfer sur la terre. Mais les gens qu'on met dans cette prison-là, vous avez déjà entendu les opposants ou bien les républicains ou les démocrates en parler? Ces gens-là sont là-bas dans une souffrance éternelle puisqu'ils complotent contre la République. Ce sont des terroristes. Mais si ce cas-là est en RDC,
pour les uns et les autres, il ne faut pas qu'on puisse donner à chacun une punition qui est proportionnelle à ses actes. La punition à ces partis politiques, c'est celle-là. Quand vous êtes un rebelle, vous vous rebellez à un pouvoir légalement établi, vous portez atteinte à la sécurité de l'État. Il n'y a que ça pour un parti politique. Donc, on ne peut pas donner raison à ces gens qui disent que pour avoir donné une telle punition, infliger une telle punition à un tel parti politique, on est en train de démisérer l'opposition, on est en train d'apporter l'atteinte au droit à l'association, au droit à l'opinion. Non, c'est une très mauvaise lecture de la loi. On punit dans un état démocratique, on punit. Dans un état de démocratie, on punit. À ce moment où l'opposition est en train de composer un bloc, IDPS, votre parti politique, en ce moment, vous êtes toujours dans des divisions, vous ne parlez pas le même langage. Comment pensez-vous avec cette lire des choses que l'IDPS est en train de somnoler? Merci. Je pense que nous avons eu à aborder cette question de l'IDPS, mon parti. Vous avez suivi quand j'ai parlé avec vous à toutes les questions. L'IDPS, c'est la démocratie. On s'exprime. La décision prise par Germain Chaban, il est de mon parti. J'ai pu exprimer en tant qu'un homme de droit, un citoyen congolais, un penseur libre. À l'IDPS, la parole est donnée aux membres. Nous avons eu à parler avec vous par rapport à cette histoire Bizimou, Christian Kapouya, le CG de président de l'IDPS, que je salue en passant. C'est lui qu'on appelle chez eux. Je pense qu'il pourra nous suivre aussi. Je salue aussi Deo Bizimou, qui est le secrétaire général adjoint. Tous deux, dans un climat d'entente et de paix, d'entente mutuelle et de collaboration, ont compris la nécessité de sauver l'enfant. L'enfant, c'était l'IDPS mon parti. Ils l'ont sauvé, ils ont fait un signe de reggae, comme on l'a dit. Ils se sont accordés, chacun est rentré à son poste. Et mon parti politique a le moral au zénith et il s'organise pour que 2023, si élection il y en a, nous puissions écraser quiconque. Vous voulez parler de 2028? 2028, oui. Si les élections il y en a, que nous puissions écraser quiconque serait au-devant de nous. Nous avons combattu 37 ans. C'était pour conquérir ce pouvoir, les conserver selon les normes et les gérer le plus longtemps possible. Et comme il y a un slogan, la remise et reprise, nous la referons avec Dieu. Et ce n'est pas de la blague. IDPS s'est donné parmi tant d'autres objectifs de conserver ce pouvoir le plus longtemps possible et les gérer pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est tout ce que je vous ai dit là. Donc, il y a l'unité qui est revenue au parti. Le parti a consolidé l'unité. Le parti se prépare. Bientôt, il y aura un congrès. Et nous allons sortir de ce congrès avec des stratégies. Quand les autres sont en train de demander le dialogue, quand les partis, il y a des membres qui y sortent jour après jour, puisque ce sont des gens qui n'ont pas de stratégie, nous avons déjà convoqué notre congrès. Pourquoi ils ne convoquent pas de congrès s'ils sont des partis politiques populaires, des partis politiques bien organisés, bien ordonnés, c'est l'étendue de la République? Qu'ils convoquent des congrès, qu'on voie d'abord leur nombre, qu'on sache ce qu'ils vont décider dans leur congrès, qui ferait qu'ils viennent nous battre, nous, aux élections. Oui, se mettre ensemble, c'est leur droit, mais qu'ils ne fassent pas des alliances contre nature, des alliances du genre où vous trouvez des condamnés, vous condamnez des auto-exilés pour avoir construit des aéroports, d'autres pour avoir bouffé l'argent pour lesquels on est en train de payer les gros passes, incapables de doiter notre véritable adversaire et se mettre ensemble avec des condamnés de la justice et dire qu'ils viendront ici pour... Cette opposition est déjà disparue. Ils sont en train de disparaître, messieurs les journalistes. Et ils ne veulent pas mourir de leur propre mort en silence. Ils veulent au moins faire la dernière soupir et mourir. Bon, comme c'est le droit de celui qui meurt, qu'ils fassent leur dernière soupir. Et le déjà retenir leur dernière soupir, c'était Sauvons le Congo. Célestin Kabanga Matembele, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin est que, après l'atelier organisé par le VPM au niveau de Kinshasa, les deux institutions de province vont rentrer. Alors, ce que nous allons leur demander, c'est qu'ils travaillent selon les lois.
qu'ils vivent en paix et quiétude. Et s'il y a des remarques à se faire, qu'ils le fassent selon la loi. S'il y a des interpellations, des motions à faire, qu'ils le fassent selon la loi. Et qu'ils vivent en paix et que nous puissions aller de l'avant. Qu'on donne la chance à Félix Tshisekedi Tshisekedi de gérer et de concrétiser ses engagements à travers plusieurs projets qu'il a initiés. Et cela pour l'intérêt général. Et qu'eux aussi qui sont censés gérer au niveau local, qu'ils gèrent tout en contribuant à cette grande vision du chef de l'État, le peuple d'abord. De cette manière, le peuple aura son compte, la paix sera pour nous et la RDC sera fort, unie, prospère dans le concert des nations. Maître Célestin Kabanga, vous disons merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste.